militant de la cause nationale et identitaire, attaché à son marais breton, responsable politique, mais aussi cinéaste, le président du Rassemblement vendéen est mon invité. Il s'agit d'Éric Mauvoisin de Lavaux. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Merci de venir sur TV Liberté pour évoquer votre ouvrage « Haut les cœurs » aux éditions Synthèse Nationale de Belles Éditions qui publie donc cet ouvrage « Haut les cœurs ». Avant de parler d'ailleurs de politique ou s'intéresser à votre propre parcours, une première question. Pourquoi le Rassemblement vendéen? Faut-il indiquer une singularité géographique, historique, la Vendée, ou se démarquer des partis politiques traditionnels, le RN, Identité et Liberté, Reconquête, UPR, Patriote? L'offre est pourtant large. Oui, je dirais c'est les deux. C'est-à-dire qu'il y a une identité très forte sur notre région, sur le nord-ouest vendéen, dans le pays maraîchin, on appelle ça, avec, vous le savez, une histoire importante, conséquente, et se démarquer aussi peut-être des gros partis nationaux qui sont très bien représenté aussi chez nous, mais moi j'apporte, disons, des précisions sur certains thèmes qui sont vraiment très liés à notre région des pays du Marais, du nord-ouest vendéen. On va voir cela. Éric Mauvoisin de Lavaux, je l'ai dit avant... En exergue de mon propos, vous avez été cinéaste sous le pseudo de Éric Dick. Vous avez fait des études de cinéma, intégré d'ailleurs l'école militaire de Saint-Cyr, où vous avez suivi des études cinématographiques. Et vous avez enchaîné des films. Alors j'ai vu sur Gilles de Rais, sur l'épopée des guerres de Vendée, ça tombe bien. Avant de créer la polémique avec la sortie, c'était en 2019, et c'est pas si longtemps que cela, de votre film « Et les cloches se sont tues ». Est-ce qu'on peut d'ailleurs encore découvrir cette œuvre qui avait trouvé son public, plus de 300 000 personnes? Oui. On peut la découvrir encore sur les sites spécialisés ou même sur Vimeo, où il est toujours disponible à la vente. Et effectivement, à l'époque, ce film avait une répercussion importante nationalement et même internationalement parce qu'on l'a sous-titré en anglais. Il a été présenté dans différents pays anglophones car le sujet avait l'air d'intéresser particulièrement. Et c'était quoi comme sujet ? Le sujet était très simple. Alors en 2018, il était un petit peu novateur parce que j'abordais le sujet de l'impact immigrationniste en milieu rural. Alors on avait pour habitude de penser que ça se passait que dans les grandes villes, si vous voulez, et en fin de compte, en étudiant bien la question, je me suis rendu compte qu'il y avait toute une stratégie d'implantation de l'immigration aussi sur les terres rurales, où d'ailleurs maintenant on se rend compte des effets, alors qu'en 2018-2019, on sentait encore pas vraiment cette spécificité. Mais elle est arrivée très vite par chez nous, et je pense que en 2018, quand j'ai sorti ce livre, ça a perturbé un petit peu, disons, la paix sociale dans nos campagnes, et qu'il y en a qui se sont sentis, je parle des responsables politiques, qui se sont sentis un petit peu agressés, et j'abordais aussi surtout un sujet qui est aussi maintenant d'actualité, c'est la problématique du halal, donc, qui était à l'époque peu connu aussi. En 2018, on n'entendait pas trop parler. Et je m'étais rendu compte que ce sujet-là était important à traiter parce qu'en milieu rural, dans des grandes chaînes nationales, ce qu'on vous présentait dans les sandwichs, évidemment, venait de l'abattage sans étourdissement des animaux et sans étiquette et sans prévenir le consommateur. C'était mon combat. Et les cloches se sont tues, c'était l'œuvre d'un précurseur, l'œuvre d'un lanceur d'alerte ou tout simplement d'un idéologue qui fait de la politique et qui veut prévenir ses concitoyens? Lanceur d'alerte, c'est d'ailleurs comme ça qu'on m'a vu à l'époque, un cinéaste lanceur d'alerte, mais j'ai été attaqué rapidement sur les sujets parce qu'ils étaient dérangeants dans nos campagnes. Alors 5 ou 6 ans plus tard, nouveau scandale, toujours avec un film, puisque vous êtes à l'origine de la campagne de diffusion, à travers toute la France d'ailleurs, c'est au printemps dernier, de Silence, le film militant identitaire britannique de Tommy Robinson. Pourquoi cette démarche, j'allais dire, l'amour de la provocation? Pas du tout, c'est l'amour de la réalité. C'est l'amour du combat, c'est l'amour de la résistance, c'est-à-dire que on a outre-Atlantique un monsieur qui s'appelle Tommy Robinson et qui se bat depuis des années sur tous ces sujets-là civilisationnels qui sont extrêmement importants et dont on voit d'ailleurs maintenant l'importance encore plus. Et il y a eu un rapprochement parce que d'une part, lui est diffuseur de films comme moi, il est réalisateur, il diffuse des films et donc moi je fais la même chose, ce qui égale qu'à un moment on a pu se rencontrer et discuter un petit peu de cette problématique et il m'a invité à une de ces manifestations très importantes il y a 2 ans ou 1 an, je ne sais plus, à Londres devant 150 000 personnes justement pour parler un petit peu de cette problématique civilisationnelle.
Quand vous avez présenté ce film, est-ce que vous attendiez à une telle réaction de violence quasiment? Oui. Oui. On parle de Tommy Robinson, outre-Atlantique. Alors, En France. En France. Ce qui m'intéresse, c'est en France. Oui, en France, mais c'est assez paradoxal. Liberté. Oui, bien sûr, le pays des libertés, mais moi j'ai été taxé. Bon, de toute façon, on me taxe plus maintenant. J'ai déjà montré que j'étais capable de parler de beaucoup de sujets, de les affronter et de les diffuser. Donc quand je me suis proposé de diffuser le film en France de Tommy Robinson, il n'y a pas eu d'attaque directe sur moi, hein. Il y a eu d'attaque sur les organisations dans différentes villes, avec les groupes comme d'habitude de LFI, gauchistes et compagnie, qui ont voulu évidemment censurer, parce que la liberté d'expression les concerne pas, c'est-à-dire qu'ils ont la leur et les autres doivent se taire. Donc égal que... ça s'est mieux passé que je pensais presque. On a eu quelques villes où il y a eu quelques déboires, mais quand même dans la plus grande partie des villes où ça a été présenté, le film a été bien reçu. Il a été diffusé, parce qu'on arrivait toujours à trouver quelque chose, un endroit à diffuser, même si on nous interdisait une salle publique. On avait des salles privées aussi, donc très difficile à contre-attaquer pour eux. Ça a été fait, on a fait plus de 20 ou 25 représentations, même dans des cinémas, attention, hein. C'était pas que dans des fonds de cave, c'était aussi dans des cinémas avec pignon sur rue, qui ont eu d'ailleurs la particularité de le diffuser et puis de combattre, c'est une forme de combat aussi, hein, parce qu'ils ont été menacés. Beaucoup de gens ont été menacés. Et ensemble, qu'est-ce que dit Silence ? Quelle était la thématique développée par Tommy Robinson? Alors, la même que celle que vous aviez faite quelques années plus tôt, c'est-à-dire le poids de l'immigration sur la société, qu'elle soit en milieu rural ou en milieu urbain? Alors, non, c'était différent. Moi, je montrais avec des faits réels ce qu'on pouvait ressentir vraiment sur le terrain par rapport à cette immigration qui a été poussée dans nos campagnes. Tommy, il a voulu démonter un système médiatique qui défendait coûte que coûte le bien fondé de l'immigration. C'était ça, son histoire. C'est-à-dire que d'un petit fait ordinaire dans une cour d'école, où on apprenait qu'un jeune garçon anglais avait frappé un jeune immigré, ça c'était la version officielle, et Tommy Robinson a repris tout le fil de l'histoire pour démontrer qu'en fin de compte c'était faux. Et que l'immigré qui avait été soi-disant maltraité était plutôt celui qui avait été à l'origine du problème. Donc c'est vraiment c'était purement la liberté d'expression. Quand je suis intervenu à Londres et dans d'autres villes sur ce thème, c'est la liberté d'expression, comme je le dis dans mon livre. Liberté d'expression, combat, je l'ai dit au départ, identitaire et civilisationnel. On le découvre aussi dans des actions que vous avez menées, par exemple dans votre département, votre région, votre zone d'influence, sur le refus de l'implantation de centres d'accueil pour les migrants. Ça a été le cas à Callac, ça a été aussi très médiatisé le cas à Saint-Brévin, on est en Loire-Atlantique, ou encore à Saint-Jean-de-Mont, on est revenu en Vendée. On a envie de se dire, où trouve-t-il toute cette énergie ? Alors, je la trouve parce que je pense que mon combat vaut le coup d'être mené. C'est-à-dire qu'on est face à quelque chose maintenant qui est dangereux pour notre civilisation, et on le sait. Alors, j'étais un peu précurseur, peut-être, mais maintenant, je pense qu'on se rend bien compte que le travail que nous avons effectué en Vendée, et plein d'autres dans la France, hein, je ne suis pas tout seul, il y a plein d'autres petits mouvements, patriotes, associations qui se battent aussi. Le mouvement de Callac, de Saint-Brévin et de Saint-Jean-de-Mont était justement pour combattre l'implantation des CADA. À l'époque, c'était ça, ces centres d'accueil pour migrants, que vous remarquerez maintenant, on n'en entend plus parler. Et vous remarquerez maintenant qu'il n'y a plus l'implantation de centres d'accueil de migrants. Ils ont contourné le problème. Je dis ils ont, c'est ceux qui nous dirigent actuellement en faisant plutôt des implantations ponctuelles de quelques personnes migrantes à droite à gauche pour que ça soit moins vu, parce qu'ils se sont rendus compte qu'il y avait des combattants comme nous qui n'hésitaient pas à aller s'opposer à ce genre de faits. Éric, mon voisin de Lavaux, moi j'aime bien me faire l'avocat du diable. Oui. À Saint-Brévin-les-Bains, quelques migrants, ça n'était pas grave. C'est pas une ville touchée par l'immigration, c'est une ville balnéaire classique. Quand on met aussi des migrants de l'autre côté de Saint-Brévin, à Pennebron, ça ne pose aucun problème.
À Turballe, plus précisément. Alors à Saint-Brévin, effectivement, on peut voir ça comme ça. Ça peut-être être intéressant même d'en faire venir. Le seul problème, là, c'était pas quelques, c'était 110 personnes qui arrivaient directement dans la ville de Saint-Brévin. C'est pas 2, c'est pas 3, c'est pas 4. Maintenant, il faut pas voir dans notre combat quelque chose de systématiquement anti-migrant à longueur de temps. C'est pas du tout le fait. C'est le fait que accueillir une immigration, c'est donner des chances aux migrants, c'est-à-dire qu'ils puissent se loger, qu'ils puissent avoir un travail, qu'ils puissent apprendre le français, qu'ils puissent s'intégrer dans notre pays. La problématique est tout autre maintenant, c'est-à-dire que vous avez des vagues entières, je crois qu'on est rendu à 500 000 à peu près par an, pour pas dire de bêtises, qui arrivent sur le sol français et que l'on voit malheureusement traîner à droite à gauche. Je connais pas, moi, en Vendée, beaucoup d'employeurs qui emploient des migrants. Il y a déjà pas beaucoup de boulot. La Vendée est un pays rural et assez pauvre. C'est pas, il n'y a pas de richesse industrielle. Des combats qui, à chaque fois, entraînent le scandale et même la violence. On le voit à Saint-Brévin. Alors, pas à la Turballe, parce que là, c'était des Ukrainiens qui étaient des réfugiés qui ont été acceptés, qui d'ailleurs ont été renvoyés. Ceci moins des Ukrainiens que des autres. Mais ça, c'est un autre second problème. Donc, toujours polémique, violence, scandale. Vous n'aimez pas le mot scandale, pourtant vous créez le scandale. Je crée pas le. Pour moi, je le crée pas. Pour moi, je suis un lanceur d'alerte, c'est-à-dire, je dis attention, dans telle ville, il va falloir vous réveiller. Donc, la seule façon maintenant, au niveau communication, si vous voulez avoir un petit peu d'audience ou si vous voulez un petit peu être percutant, il faut bien faire des actions. Il faut parler de quelque chose. Il faut s'y diriger en nombre. Il faut faire des manifestations. Il faut être là sur le terrain à longueur de temps. Pour moi, c'est pas un scandale. Qui c'est qui est scandalisé par ce que je fais? Le maire de Saint-Brévin, par exemple. Ah oui, les Républicains, maire dit de droite. Oui, ça c'est normal qu'il soit scandalisé, dit de droite peut-être, mais enfin immigrationniste en tous les cas. Et je vais enfoncer un tout petit peu le clou, mais gentiment. Vous parliez tout à l'heure des Ukrainiens qui sont arrivés aussi. Bon, l'Ukraine, comme a été l'Italie, comme a été l'Espagne, comme a été le Portugal, a eu une forte immigration aussi en France. Mais elle était sensiblement de la même culture que nous. La problématique que l'on a maintenant, c'est que les migrants nord-africains, par exemple, sont d'une culture très différente, qui est peut-être un petit peu plus difficile, voire antagoniste à la nôtre, et ça prend des proportions très très importantes. Donc, faut bien s'élever un petit peu contre ça. Il faut bien faire réfléchir les gens sur le sujet. Je dis pas que c'est moi qui ai forcément raison. Je dis qu'il faut avoir une réflexion rapide et des actes rapides. Je vous disais, où trouve-t-il cette énergie et ça m'amène à avoir aussi un autre secteur de combat pour vous, parce qu'on vous retrouve sur beaucoup de fronts. Et donc, lorsque je parlais d'énergie, je parle aussi donc des éoliennes. Et là, vous êtes aussi opposé aux éoliennes. Alors là, c'est pas une question d'identité, pas une question civilisationnelle. Et pourtant, vous avez mené le combat contre les éoliennes, notamment sur le site de Noirmoutier. Ouais, si, c'est une question économique déjà, qui était une véritable catastrophe, parce que depuis qu'on finance ces éoliennes, je suis pas un grand spécialiste, mais je veux dire qu'on avait un système qui était basé sur le nucléaire, qui tournait parfaitement bien, qui nous permettait d'avoir une énergie, mais à très bas coût. On aurait presque pu la donner à un moment aux Français. On n'aurait pas des coûts actuels pour les commerçants, pour les boulangers, pour tous ces gens-là qui ont besoin de beaucoup d'électricité. Et cette fameuse idéologie verte, entre guillemets, de l'éolien, on en a vu la problématique sur nos côtes vendéennes. Si c'était jamais arrivé en Vendée, j'en aurais peut-être jamais parlé de ma vie. C'est arrivé entre l'Île-Dieu et Noirmoutier. Alors, au-delà de massacrer tout le paysage, de massacrer ces bras de mer qu'il y a, où les marins-pêcheurs sont très inquiets et sont très embêtés pour la pêche, il y a aussi une problématique économique et beaucoup plus directe pour nos habitants, c'est que quand vous avez une maison qui fait face à des éoliennes, vous avez beau habiter à l'Île-Dieu ou à Noirmoutier, ou à la Barre-de-Meaux ou à Fromentine, votre décote, elle est de 40%, parce que les gens n'en veulent pas. Les gens ne veulent pas voir ces grandes pales qui tournent de temps en temps pour alimenter. Nous, on a eu... Mais ça a été un scandale en Vendée, parce qu'on pense qu'on met des éoliennes puis que l'électricité s'en va sur la France, par exemple. Mais elle va pas toute seule. C'est pas de la Wi-Fi. C'est-à-dire qu'il faut tirer des câbles énormes, il faut faire des saignées dans les marais qui ont été destructeurs de tout. Alors qu'un pauvre habitant, quand il veut faire sa piscine, on va l'embêter pendant des semaines et des mois parce qu'il y a peut-être une grenouille qui habitait dans la mare à côté. Là, ça pose plus de problème.
Là, quand c'est une idéologie comme celle-ci, il y a des fonds, il y a des milliards, on creuse, on casse, on fait, ça sera sans rendement, ça sera non abouti, et vous verrez qu'un jour, ça se terminera mal aussi pour les éoliennes. Ouais, ça s'est déroulé partout en Vendée, en Loire-Atlantique, bien évidemment, jusqu'à Belle-Île, seul le Touquet a été sauvé. Oui. Combat économique, combat civilisationnel, combat culturel en plus général. Alors là aussi, on vous a découvert, je l'ai dit, avec la promotion de vos films, il y a aussi la volonté de lutter pied à pied contre, par exemple, les libres penseurs qu'on trouve en Vendée finalement, et qui voulaient supprimer, par exemple, la statue de Saint-Michel, je crois, au Sable d'Olonne, dans votre fief, ou la statue de la Vierge à la Flotte-en-Ré. Et grâce à vos actions, ces statues, elles sont toujours là. Il n'y a pas que de petits combats. Exactement, ça a été un combat gagné. Je rappelle, pour revenir 2 mots sur Callac, ça a été un combat gagné. Il n'y a eu aucune implantation de migrants sur la commune de Callac. Saint-Brévin, ça a été divisé au moins par 5. C'était plus 100 jeunes, c'était 4 familles, ça s'était quand même nettement un petit peu tassé. Et là, pour le combat, pareil, civilisationnel et patrimonial et culturel et religieux de la France, n'oublions pas que la France est quand même chrétienne, enfin pour le moment, donc égal que le fait de la libre pensée ou des groupes maçonniques, parce que c'est ce qu'il faut dire, qui devaient bouger la statue sur l'île de Ré et puis les Sables d'Olonne. Il y a eu un combat important avec Yannick Moreau déjà à l'époque. Le maire. Pour le maire des Sables d'Olonne, qui a mené un très beau combat. On a gagné. La statue elle a été déplacée de quelques centimètres, mais elle est restée à sa place. Et ça a été pareil pour l'île de Ré. Ça, c'est très important, mais c'est pareil pour une église j'en parle dans mon livre, une église qui est laissée à l'abandon dans une commune. J'ai le cas au Perrier. On a une église au Perrier. Voilà, on va en parler. Mais c'est la même chose. Ce patrimoine culturel, ce patrimoine civilisationnel, on doit se faire fort de le sauvegarder. Et quand une statue est là, elle est bien là. On n'y touche plus. Perrier, pas une boisson, mais une commune que j'ai découvert grâce à vous, puisque vous avez maintenant un nouveau combat que vous menez, qui est un combat municipal en 2026, donc en mars prochain, avec votre candidature dans cette ville, commune dans laquelle vous avez toutes vos attaches. J'ai vu cela. Oui, complètement. Je suis natif du Marais, donc du Perrier. Je suis né à Chaland parce qu'il n'y avait pas d'hôpital au Perrier pour naître. Ma famille de Lavaux est depuis plusieurs générations sur le Perrier. Donc c'est une petite commune de 2300 habitants. Oui, j'ai décidé pourquoi ? Parce qu'il y a le combat militant, il y a le combat de résistance sur le terrain, mais qui reste quand même toujours, dirons-nous, dans une opposition qui est quelquefois qu'on pourrait ressentir un peu stérile, parce qu'on se bat contre d'abord des murs puissants, on se bat contre un système puissant. Et donc moi j'ai décidé qu'il fallait absolument passer de l'autre côté du mur et de combattre différemment, de combattre avec plus d'armes, parce que quand vous êtes décisionnaire, la chanson n'est pas vraiment la même, alors avec le petit pouvoir que peut avoir un maire. Mais il est grand dans beaucoup de domaines quand même, mais un petit pouvoir. Donc j'ai décidé de me présenter sur la commune du Perrier. Alors, on est à 6 km de Saint-Jean-de-Mont, ça, les Français connaissent bien Saint-Jean-de-Mont, oui. Haute station balnéaire, 10 km de Chaland, on connaît aussi ses élevages, notamment de poulets, on est entre les deux. Et vous voulez, toujours dans ce combat culturel, et vous l'avez dit à l'instant, restaurer l'église du village, du bourg. Mais beaucoup de maires ont la même démarche, ils ne vous ont pas attendu. Ça vous est pas spécifique, si je dis. Non, ça fait pas un combat, ça fait pas un programme politique. Ça fait pas un programme, mais ça peut faire partie du programme. Parce que, évidemment, ça compte pour peut-être pas grand-chose pour beaucoup de citoyens. Mais ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire qu'on est respectueux de ses origines, on est respectueux de son enracinement. Et que maintenant, le combat il peut y avoir dans les grandes villes, on le retrouve dans le milieu rural. Et que si déjà, d'entrée de jeu, vous ne décidez pas de sauvegarder, de sauver et de protéger votre patrimoine, je veux dire, les autres idées qui vont venir après seront peut-être aussi stériles. Donc l'important, c'est déjà de montrer, on remet l'église au centre du village. Point. Et quel est l'accueil des habitants du bourg de la commune ? Est-ce qu'ils sont plutôt tentés par ces libres penseurs qu'on a vus en Vendée, ou plutôt tournés vers un Philippe de Villiers, le Puy du Fou, l'épopée vendéenne ?
Je pense qu'ils sont le milieu maraîchin nord-ouest vendéen qui est enraciné avec des gens de bon sens. Je pense qu'ils sont plus tournés vers les gens patriotes, souverainistes, un peu identitaires, mais c'est pas un gros mot du tout, qui veulent protéger encore le peu qui reste, parce qu'évidemment on est attaqué de tout front. Je ne crois pas encore que dans nos contrées il y a une dérive idéologique écolo-wokiste, enfin tout ce que vous voudrez, LGBTiste. Il y en a, parce que je parle de l'exode urbain par exemple, hein, donc il y a beaucoup de gens qui ont la tentation de venir maintenant se protéger, se faire protéger dans nos milieux ruraux. Pour certains, c'est parce qu'ils ont peur de l'insécurité maintenant, ils ont peur du système économique des grandes villes, donc ils veulent venir en milieu rural, en respectant. Mais beaucoup viennent parce qu'ils ont saccagé déjà toutes les villes, je parle politiquement, je parle en votant. Ils viennent maintenant parce qu'ils ont quand même perdu un petit peu le nord où ils étaient, ils viennent s'installer dans le milieu rural. Quelle est la grosse ville, mégapole qui influence la zone? Est-ce que c'est Nantes plus précisément? Oui, c'est Nantes, Rennes. Alors, on est bien entouré. Hein. Ça peut se situer, effectivement. Voilà, donc ça c'est un combat à mener parce que ça se ressent maintenant jusqu'au milieu de notre commune. Donc, halte là. La blague, elle est terminée. On s'est bien protégé. La Vendée, on en a parlé tout à l'heure, est une région protégée. Mais elle est protégée parce que des gens l'ont protégée, mais il va falloir renforcer les protections. Mais oui, mais elle est tellement protégée que je me suis dit, quel est l'intérêt d'avoir Éric Mauvoisin de Lavaux, qui est un lanceur d'alerte, qui dénonce l'impact immigrationniste en France. Force est de constater que c'est vraiment dans le lieu où vous êtes, où, globalement, même si on n'est pas fermé au reste du monde, le problème de l'immigration est peut-être le moins douloureux, difficile. Il est moins douloureux, difficile pour le moment. Faut pas attendre d'être submergé pour prendre des décisions. On a vu ce qu'il en était dans le reste du pays et tout en Europe et partout. On prend pas de décision quand déjà on peut plus prendre les décisions. On prend les décisions à partir du moment où on a encore la main. Et on a encore un peu la main. Donc, c'est à ce moment-là qu'on commence à dire halte là. Mais c'est pas que faut pas focaliser tout le temps sur le problème de l'immigration. C'est le problème dans tous les autres domaines, comme tous les autres problèmes de la France. Il y a un moment, il va falloir avoir des gens qui prennent des décisions importantes, quitte à ne pas forcément être aimés. Faut pas chercher toujours à être aimé. C'est pas la question. Il faut essayer de chercher comment on peut faire pour sauver son pays, comment on peut faire pour sauver sa patrie, sa civilisation. On n'est pas forcément aimé quand on fait ça. On est aimé par une certaine partie, pas par tout le monde. Donc ça veut dire que c'est maintenant des décisions et des décisionnaires qu'il va falloir mettre en place. Vous savez que quand on est maire, on fait moins de politique. On est obligé de modérer son propos de façon à faire consensus. On reproche cela à tous les partis politiques qui sont, comme on dit aujourd'hui, clivants, d'avoir une gestion municipale plus douce, plus timorée, diront certains, plus modérée, diront d'autres. Est-ce que vous êtes prêt à cela? Est-ce que vous avez l'engagement pour cela? Je pense. Il y a même l'attitude pour le faire? Je pense que je tiens un discours qui est cohérent, qui est direct, qu'on pourrait peut-être penser de radical. Je sors le livre, je mâche pas mes mots dans le livre, j'avance pas caché. Je ne veux pas forcément me faire élire absolument en rejetant tout ce que j'ai dit, tout ce que j'ai fait pour me faire élire. Si on a besoin de moi, je suis là. Je ferai ce que je dois faire. Mais je pense, contrairement à ce qui se dit, je pense que les élections municipales qui vont venir seront assez politisées, contrairement aux autres élections. Les gens ont quand même compris maintenant que même au niveau d'une mairie, voyons le personnage ou la personnage qui va se mettre en place. Voyons comment... Ils sont très regardants maintenant sur au moins les capacités, dirons-nous, de combat, de décision dure. Ils vont essayer d'être assez regardants. Je pense que ça va être une des premières municipales en France qui va arriver très rapidement où il y a un autre regard sur cette élection. Au Perrier, beaucoup. Merci beaucoup Éric Mauvoisin de Lavaux. Je vous laisse repartir en Vendée, parce que vous en arriviez directement et vous repartez directement. C'est dur d'être à Paris? C'est dur d'être à Paris. Je sais pas, parce que vous n'êtes pas resté, là, vous repartez, donc... non, c'est pas un hasard. C'est un hasard, d'accord. Je fais souvent des allers-retours sur Paris, ce que j'ai d'ailleurs présenté... C'est une question piège, hein. Non, j'adore Paris, j'ai présenté mes films. Enfin, j'adore Paris. J'ai pas dit que j'adorais Paris, peut-être pour y vivre.
J'aime bien y venir. C'est un centre décisionnaire important, c'est un centre de communication important, et j'ai très souvent présenté mes films sur Paris, et donc je suis habitué à ce genre d'aller-retour. Pour le combat. Parfait, merci beaucoup. Haut les cœurs, c'est le cri que lance Éric Mauvoisin de Lavaux. C'est aux éditions Synthèse, les éditions dirigées par Roland Elie, et vous retrouvez toutes les informations sur ces éditions en allant sur le site synthèse au singulier édition au pluriel.com, et vous verrez l'ampleur des ouvrages qui ont été publiés par cette maison d'édition qui a beaucoup d'énergie, comme son patron Roland Elie. Merci à vous, Éric Mauvoisin de Lavaux. Merci de m'avoir accueilli.